Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission Innovation et Cross Média, un numéro consacré aux marques. Comment les marques vont-elles relever le défi des nouvelles générations? Alors quelques chiffres déjà pour planter le décor et qui mettent en exergue les particularités de ces jeunes adultes issus des générations Y et Z, accros aux mobiles et aux réseaux sociaux. Ils passent près de 8 heures par jour sur leur smartphone, quand toute génération confondue, on y passe moitié moins de temps. 87% d'entre eux estiment que l'expérience client est aussi importante que l'offre produit. 68% s'inspirent des avis clients avant d'acheter. 63% utilisent leur mobile pour effectuer des achats. Et un dernier chiffre, 60% souhaitent avoir un impact positif sur le monde dans leur façon de consommer. Alors comment s'adapter à ces générations qui en 2030 devraient représenter un tiers de la population mondiale? Quelles sont leurs exigences, leurs comportements d'achat et quelles stratégies d'acquisition, relationnelle et expérience client orchestrées pour les séduire? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir à la fois sur le plateau et en visio, à ma gauche, Stéphane Rappebach. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Ouigo, la première offre ferroviaire low cost d'Europe lancée par la SNCF. En visio, en duplex, deux invités. Marie de Grand-Guillot, bienvenue. Vous êtes directrice générale déléguée de la banque alternative Nickel, rachetée en 2017 par BNP Paribas. Exactement, enchantée. Beaucoup plus loin, en Chine, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Bonhomme. Bonjour, vous êtes VP Greater China et Asia Pacifique de Farfetch, la référence mondiale du luxe contemporain. Merci, bonjour à tous. Bonjour, et je reviens sur le plateau avec Myriam Vergès à ma droite. Bonjour, vous êtes VP Global e-commerce de Stellantis, un des leaders mondiaux de l'automobile et fournisseur de mobilité. Bonjour Majda. Bonjour. Alors je vais démarrer avec vous Stéphane. Alors, on le disait, Ouigo est une jeune marque créée il y a maintenant 8 ans, positionnée sur les petits prix qui séduisent fortement les jeunes. Quelles sont vos ambitions à horizon 2025 et aussi vis-à-vis de ces jeunes générations? Déjà, on peut peut-être représenter Ouigo. Donc, ce que je vous avais dit, c'est le TGV low cost de la SNCF. Et la particularité, c'est qu'en plus, on vend l'ensemble de nos billets par le web, notamment par notre site ouigo.com. Et ça prend 80% en fait, des ventes. Et on va chercher la conquête de nouveaux clients et la conquête de clients qui n'auraient pas voyagé ou auraient voyagé par la voiture et de les amener au train. Et vous l'avez dit, cette marque, elle est jeune, elle est joyeuse, elle est basée sur un ton qui est feel good et tirant la simplicité. On le reverra en fait vis-à-vis de ce que les nouvelles générations ou les générations Z attendent. Et puis c'est une marque qui notamment se positionne pour être vraiment agressive en prix. Plus de 50% de nos prix sont en dessous de moins de 25 € et ça permet en fait de pouvoir voyager plus pour rejoindre sa famille, rejoindre ses amis. Et c'est vrai que c'est aussi une attente qu'ont les nouvelles générations et les jeunes de pouvoir voyager plus et rejoindre leurs amis. D'accord. Donc une ambition à votre niveau de conquête forte. Exactement. Merci. Je viens vers vous, Marie de Grand-Guillot, pour Nickel. Alors vous aussi, vous vous positionnez comme marque plutôt mass market, comme marque populaire. Vous connaissez une croissance vertigineuse avec aujourd'hui 2,2 millions de clients. Pourquoi vous intéressez-vous à ces jeunes générations et pour répondre aussi à quels objectifs? On s'intéresse aux jeunes parce qu'on s'intéresse à tout le monde. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très différenciant chez Nickel. Nickel, c'est une néobanque, une fintech qui propose un compte, une carte et un RIB en 5 minutes. Et vous pouvez ouvrir ça dans un point de vente, chez un commerçant, chez un buraliste. Et du coup, on s'intéresse aux jeunes parce qu'on a une vraie volonté à construire une marque populaire, une marque qui va transcender les générations et du coup qui va toucher les besoins de tout le monde. Les jeunes sont vraiment un de nos segments cœur de cible et c'est principalement un sujet, c'est un sujet très stratégique pour nous, notamment parce qu'on a un socle de valeurs qui répond à leurs attentes. On a un modèle qui à la fois allie une expérience digitale très avancée, très poussée,
avec la proximité d'un réseau physique et des valeurs d'inclusion très fortes, puisqu'on a le même produit pour tout le monde. Et ça touche particulièrement les attentes des consommateurs aujourd'hui. Myriam, pour Stellantis, alors le marché de l'automobile est en train de se réinventer, son modèle de distribution aussi. Le modèle traditionnel évolue, il intègre aujourd'hui le e-commerce et vous représentez justement ce e-commerce qui devient un canal de croissance indéniable. Quels sont aussi les enjeux du secteur automobile vis-à-vis des nouvelles générations et quelles sont les attentions de votre direction e-commerce vis-à-vis d'elles? Alors, pour reprendre un petit peu les chiffres que vous citiez tout à l'heure, il y a vraiment clairement une direction qui est vers... On veut continuer à pouvoir se déplacer. Stéphane en parlait tout à l'heure. On veut bouger, on veut voyager, on veut voir les gens qu'on aime, on veut travailler. Et l'automobile est indéniablement un des moyens de mobilité favoris. Mais avec cette notion de responsabilité sur l'impact environnemental. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, l'industrie automobile est en train de shifter complètement son modèle à la fois sur les produits, parce qu'on passe à l'électrique aujourd'hui, donc ça c'est sur les produits, mais également sur la façon de les commercialiser et de consommer la voiture. On va de plus en plus de la possession vers l'usage, avec des offres de pouvoir disposer d'un véhicule de quelques minutes à quelques années. On a tout un éventail d'offres qui permettent comme ça à la carte de décider si on a besoin d'un véhicule pendant quelques minutes en autopartage avec nos initiatives comme Free to Move dans plusieurs villes ou quelques jours, quelques semaines, du rent, quelques mois et jusqu'à quelques années. Et on a également une façon même d'acquérir en fait l'automobile qui a évolué. Aujourd'hui, on passe entre 4 et 8 heures par jour selon notre âge, ou entre 2 et 8 heures par jour selon notre âge et notre appétence sur des écrans. Plus de 80% de la phase de découverte de « tiens, j'ai envie ou j'ai besoin de m'acheter une nouvelle voiture », quels sont les modèles qui existent, quelles sont leurs caractéristiques, etc. et tout, se fait déjà online. Depuis quelques années, ça a complètement shifté. Et donc, très naturellement, on est en train de proposer donc, des modèles qu'on déploie au fur et à mesure pour toutes les marques, dans tous les pays, de pouvoir aller jusqu'à l'acte d'achat complètement en ligne pour plein de raisons, parce qu'on préfère passer son samedi après-midi à aller faire autre chose, parce qu'il y a un certain nombre de nos clients qui n'ont pas envie de négocier et qui sont heureux de pouvoir de pouvoir faire ça à la maison tranquillement, etc. Parce que ça permet de se référer également à des avis clients et de faire sereinement en fait le choix de son véhicule. Donc effectivement, on verra tout à l'heure quelle stratégie, les piliers de la stratégie e-commerce de Stellantis par rapport à ces générations qui sont encore plus digitales. On va en Chine. Alexis, la marketplace de luxe Farfetch s'adresse à des consommateurs jeunes, très sophistiqués, des consommateurs qui sont aussi avant-gardistes, qui devraient réaliser 40% des achats de produits de luxe d'ici 2035. Vous êtes en charge du marché chinois et asiatique, qui est reconnu comme un laboratoire d'innovation. Quels sont les comportements des consommateurs chinois? Merci. Oui, la Chine, quand on parle de la Chine et du luxe, c'est souvent deux choses assez complémentaires. L'appétence des gens pour acheter le luxe en ligne a été véritablement accélérée, augmentée par les effets du Covid. Les gens restent chez eux, les magasins sont fermés, donc naturellement, je vais un peu plus sur les apps mobiles, je vais un peu plus sur les sites internet pour acheter davantage par rapport à ce que j'ai acheté hier, découvrir pour la première fois une plateforme comme Farfetch, ou alors tout simplement être achevé d'être convaincu que le luxe et le en ligne est le présent et le futur de la consommation. Je peux revenir peut-être une minute sur ce qu'est Farfetch et notre business model qui est assez spécifique. On vient de célébrer vendredi dernier nos 13 ans, donc c'est encore une jeune société qui s'est développée très très rapidement. À l'origine, c'est une société britannique créée à Londres en 2008 par notre fondateur José Neves. Et en fait, l'idée était très simple. Notre fondateur était propriétaire d'une boutique à Londres où vous avez une certaine sélection, une curation, comme on dit en anglais, de votre inventaire. Donc, vous savez quel type de veste est à la mode, quel type de pantalon de coupe va bien marcher.
Et donc, le retail a toujours été cette force de proposition, cette force créative, de tendance dans l'industrie de la mode et dans l'industrie du luxe. Le problème est qu'en 2008, pour ceux qui s'en souviennent, vous avez une crise économique très dure qui frappe l'ensemble du globe et notamment le continent européen. Et donc, en fait, l'idée était assez simple. Je vais connecter les inventaires, les stocks de toutes les boutiques et les amener sur une marketplace. Cette marketplace, ça s'appelle Farfetch. Et donc, notre tagline, notre slogan à l'origine, c'était 400 boutiques, une adresse. Et on est parti de ce business model-là, à savoir que nous n'achetons pas les stocks, on connecte juste l'inventaire, on amène du trafic et on prend une commission à chaque fois qu'une vente se réalise. 13 ans plus tard, on est stock listé au New York Stock Exchange. On a la chance d'avoir des investisseurs comme Chanel, comme le groupe Kering, comme Richemont, mais aussi des partenaires chinois dominants comme Alibaba ou Tencent. Et on travaille avec 3200 designers et quasiment 900 wholesalers et boutiques. On a vraiment une taille, j'allais dire, critique de notre univers qui est le online et le luxe. Et pour en venir, Majda, à votre question sur les changements de comportement des consommateurs, on a en Asie et en Chine notamment une vision qui est assez intéressante parce que ça va être parmi nos consommateurs les plus jeunes au monde, ça va être également parmi nos consommateurs les plus dépensiers et donc on doit s'adapter. Et par rapport à ça, on peut presque voir en Chine le futur de la mode en ligne. On peut presque voir en Chine le futur du luxe. Et quand on regarde tous les rapports des boîtes de consulting, de Bain en passant par McKinsey, vous avez vraiment les pays asiatiques et la Chine qui sont en avance sur les pays occidentaux en termes de temps passé. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais de temps passé sur le mobile, de consommation en ligne et quand il s'agit du luxe, de la part de marché du online sur la consommation totale. Et donc, on va arriver rapidement en Chine sur quasiment 30% du luxe qui est acheté en ligne. Et quand il s'agit des Chinois en règle générale, 45% d'entre eux achètent en ligne les produits de tous les jours et les produits de première nécessité. Donc, on n'a pas du tout de rejet, bien au contraire, d'acheter en ligne en Chine. Et tout ça, ça a été construit année après année, depuis à peu près une vingtaine d'années, par l'écosystème qui a été mis en place. Personnellement, je n'ai pas payé avec des espèces, avec du cash, depuis au moins 3 ans. Donc, tout se fait par le mobile, tout se fait via le QR code que vous allez présenter à un commerçant en ligne ou dans un magasin retail. Et vous avez vraiment un écosystème qui a été fait autour de la consommation qui permet aux consommateurs aujourd'hui d'être très, très avancés, très avant-gardistes dans leur comportement d'acheteur. On reviendra effectivement tout à l'heure sur les expériences que Farfetch met en place pour justement séduire ces acheteurs. Alors Marie, on l'a compris, hein, les jeunes générations aspirent à plus de proximité, d'instantanéité, de connivence de la part des marques, mais aussi à plus de simplicité, de transparence et d'engagement. Comment est-ce que ces attentes impactent-elles les stratégies marketing, les stratégies digitales que vous mettez en place, d'autant plus que 70% des pré-souscriptions se font en ligne déjà chez vous? Oui, tout à fait, vous avez raison. Le digital prend une part très importante dans notre activité de souscription. En fait, le cœur même de notre proposition de valeur est basé sur les attentes des nouvelles générations. Et on est assez convaincus qu'elles sont aussi d'ailleurs un peu transgénérationnelles finalement. Donc ces soucis de transparence, ces soucis de simplicité dans un monde régulé de services financiers qui est le nôtre, c'est un effort qui est assez compliqué à faire, mais qui crée une vraie rupture par rapport au marché traditionnel et qui va vraiment venir séduire les jeunes générations. Du coup, nous, ensuite, pour aller accélérer notre conquête vis-à-vis de ces segments-là de clientèle, on a vraiment une stratégie multicanale d'actionner tous les leviers en fait, possibles pour les toucher, notamment les réseaux sociaux. Ce sont des leviers sur lesquels on travaille beaucoup. Et on travaille beaucoup, encore une fois, dans un souci de transparence, ce qui n'est pas très facile pour des marques ou des équipes marketing qui ont souvent tendance à maîtriser les discours de ce qu'on veut raconter, comment on veut s'exprimer. Et donc, c'est des nouveaux outils à prendre en main qui sont des vrais défis pour les entreprises. Donc, à titre d'exemple, on essaie d'engager énormément nos communautés sur les réseaux sociaux, mais on les laisse aussi elles-mêmes parler de nous, elles-mêmes répondre à des clients mécontents ou des clients satisfaits se font interpeller par des clients mécontents, des conversations naissent, des groupes de conversations naissent dans lesquels on n'est pas. Et notre volonté, par exemple, sur ces sujets-là n'est absolument pas de contrôler,
mais bien d'utiliser ces outils comme les utilisateurs finaux les utilisent, pour en faire des vraies caisses de résonance en fait, de la satisfaction de nos clients, puisque globalement, on a des niveaux de satisfaction, des NPS, Net Promoter Score, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui sont très, très élevés par rapport à notre segment, à notre marché de référence. Et donc, on arrive à, comme ça, faire une caisse de résonance sur un bouche à oreille naturel et toucher des segments de clientèle beaucoup plus jeunes. Comment vous faites pour réduire vos coûts d'acquisition? Parce que c'est un vrai sujet aussi. Quels sont les leviers complémentaires que vous activez pour justement venir contrebalancer les coûts d'acquisition qui peuvent être parfois élevés? En fait, les autres acteurs concurrents nous sont on va dire des néobanques un peu traditionnelles, c'est-à-dire qu'elles ont une expérience client très aboutie comme la nôtre, avec toutes les fonctionnalités qui sont attendues par les clients. Ce qu'on a en plus d'elles, c'est qu'on a un réseau de distribution. On est distribué chez plus de 6000 buralistes en France. Et en fait, ce réseau de distribution permet de casser complètement aussi le modèle d'acquisition qu'il existe dans notre marché. On n'est pas uniquement dépendant des publicités digitales qui sont certes performantes mais quand même onéreuses. On est aussi capable de toucher les gens dans leur quotidien et être dans la vie physique, c'est aussi quelque chose de très important. On n'est pas, malgré tout l'aspect très digital de ce qu'est Nickel, on ne croit pas non plus uniquement au full digital. On pense qu'on reste des personnes physiques qui ont des émotions, qui avons un besoin de rencontre et un besoin de proximité. Donc, ce réseau de distribution va être un élément structurant dans notre stratégie d'acquisition. Et ensuite, on a beaucoup de logique de contenu. On a beaucoup de logique comme je vous le disais, sur des réseaux sociaux assez innovantes pour engager nos communautés et du coup, ne pas que dépendre de stratégies publicitaires coûteuses, mais d'être aussi malin, tactique et proche de nos clients dans nos prises de parole et dans toutes les actions qu'on mène pour nous faire connaître. Merci Marie. Je reviens sur le plateau avec vous, Myriam, pour le groupe Stellantis. Il s'agit donc de proposer à ces jeunes générations des parcours en ligne simples, interactifs, qui mènent vers l'achat. Alors, comment comptez-vous justement installer le e-commerce dans leur parcours et quels sont les piliers de cette stratégie e-commerce pour le groupe, pour l'ensemble des marques, sur plusieurs marchés et territoires? Alors on a plein d'exemples qui l'illustrent. On parlait aussi tout à l'heure en fait de la transformation du produit. On a désormais en fait une offre qui s'adapte aussi particulièrement à ces générations-là. Je parle de la Citroën Ami, qui n'est pas une voiture mais vraiment un objet de mobilité. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais il y a 2 places, elle se gare très facilement, elle se charge en 3 heures sur une prise classique. C'est vraiment quelque chose et surtout elle se conduit à partir de 14 ans, avec uniquement un permis BSR, donc on n'a plus besoin d'avoir le permis de conduire. Et donc Ami est un véritable succès. Elle s'achète complètement en ligne, avec un prix net. Et on a encore une fois, donc on est parti du produit et on a évidemment toute cette palette en fait de consommation. On peut conduire une Ami à Paris en autopartage grâce à Free2Move. On peut l'acheter également chez d'autres partenaires comme la Fnac et Darty en France, Winetree en Italie, etc., où on peut avoir une expérience qui est différente et elle se choisit et s'achète en quelques clics. La gamme est ultra simplifiée, c'est vraiment une rupture par rapport aux automobiles où vous avez des configurations qui peuvent être complexes entre le type de moteur, les niveaux de finition, etc. Et tout là, c'est pas du tout, il y a très peu de définitions différentes. Après, on peut l'accessoiriser. Et enfin, derrière, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a la possibilité désormais de la personnaliser à l'envie. C'est-à-dire qu'on a désormais des kits de personnalisation qu'on peut créer avec des stickers, etc., pour vraiment s'approprier son Ami. Vous parliez des modes d'engagement, des réseaux sociaux. Marie parlait des réseaux sociaux, du fait de l'importance de la communauté. On a maintenant un programme d'ambassadeurs, donc Amis Superfans, où on a naturellement en fait les early adopters d'Amis qui a été relancé récemment, qui sont tellement en fait amoureux de leur Ami, qui se sont spontanément proposés et on a monté ce programme-là pour qu'ils puissent eux-mêmes faire des essais à les membres de leur entourage et finalement devenir effectivement les ambassadeurs de la marque. Et donc c'est une communauté qu'on anime
avec un certain nombre de concours. On a eu plein de photos assez cocasses où ils avaient été capables de garer leur amie, parce qu'elle est quand même assez facile à garer, ce genre de choses. Et c'est des choses qui prennent très bien. Effectivement, ce que disait Marie, ça vient en rupture d'un discours de marque très policé, très maîtrisé, et où clairement, ces générations-là ont besoin de s'approprier, en fait, complètement le produit, la communication qui va avec, l'usage, et de communiquer là-dessus et de se référer aux avis des clients. Donc vraiment, les piliers, c'est ça, c'est avoir la possibilité d'à la fois tout faire en ligne tout seul, mais en étant quand même connecté à sa communauté. Lorsqu'on a besoin de le faire. Et quand on parle d'un produit comme l'automobile, il y a forcément un moment où on doit revenir en fait à du physique, etc. Et donc, on a aussi cette énorme chance. Là, je parle plus seulement d'amis, je parle de toute notre voiture, de bénéficier d'un réseau, en fait, avec des concessionnaires, avec une proximité qui est partout. Parce que acheter une voiture, c'est pas simplement l'acte d'achat. Il y a aussi être assuré quant à l'entretien. J'ai un voyant qui clignote, je fais quoi? Personnellement, je suis pas garagiste. Je suis bien contente de trouver mon garagiste pour pouvoir m'expliquer. Non, vous inquiétez pas, madame, c'est pas grave. Et on va vous arranger ça. Et donc, ça fait partie, en fait, de ça. Donc, pour revenir à votre question sur les piliers du e-commerce, chez Stellantis, on n'est pas un pure player et on ne sera jamais un pure player et ce n'est pas notre ambition. On est vraiment dans une approche de online to offline et de pouvoir offrir en fait le meilleur des deux mondes à nos clients. On travaille énormément la capillarité en fait entre les parcours. Je pense que vous parliez tout à l'heure de transparence et de cohérence. Je pense que ce qui est important, c'est de surtout pas siloter les parcours, décider qu'on a un canal plutôt qu'un autre, etc. On est vraiment en train de travailler avec nos réseaux pour complètement lier nos parcours et que ça ait du sens pour nos clients. L'acquisition, est-ce qu'elle est, par rapport à ces générations, aux nouvelles générations dont on parle, est-ce qu'elle est centrée sur la partie social media ou est-ce que vous déployez d'autres leviers pour faire en sorte d'aller justement susciter un intérêt par rapport aux voitures, à la AMI par exemple, demander des essais. Alors peut-être que pour l'AMI, il n'y a pas d'essais, je ne sais pas. Si, il y a des essais, mais est-ce que c'est le social media parce qu'on est vraiment sur une population qui est fan des réseaux sociaux, qui est engagée à travers les réseaux sociaux, ou est-ce que vous avez besoin de déployer d'autres leviers, indépendamment de la pub de masse, bien entendu, des campagnes TV? Alors effectivement, je représente un groupe qui a 14 marques et qui s'adresse à des cibles très différentes. Donc effectivement, on a une palette de leviers marketing qui est assez large parce qu'on a des produits et des services qui s'adressent à des populations différentes. Donc selon le type de produits et de services et la région dans laquelle on se trouve, on va effectivement utiliser des leviers différents. Donc évidemment, il y a le social media. On a monté des opérations de live shopping aussi sur un certain nombre de nos sites. On fait évidemment du média plus classique, des opérations de parrainage. Enfin, il y a vraiment toute une palette qui va correspondre à un certain nombre de choses. Et on a la chance déjà de fournir en fait des moyens de mobilité à un grand nombre de personnes de par notre histoire aussi. On a 200 ans de mobilité derrière nous, donc forcément on a déjà quand même quelques clients. Et donc il n'y a pas seulement cette notion de conquête, mais il y a aussi cette notion de fidélisation de nos clients, d'anticiper en fait leurs besoins de renouvellement ou de complémentarité dans leur mobilité. Vous parliez tout à l'heure, Stéphane, de dire tiens, est-ce que je prends une voiture, est-ce que je prends le train? Les deux ne sont pas incompatibles. On peut avoir et en fait, je pense que la vie de nos clients, elle est de plus en plus complexe. Il n'y a plus les gens qui sont en voiture et puis d'un côté, les gens qui prennent les transports en commun de l'autre, etc. Vous avez au fur et à mesure de votre journée, de votre semaine, des besoins qui vont être différents. Vous pouvez ne pas avoir envie de vous garer dans Paris et vouloir prendre un véhicule en autopartage ou les transports en commun, etc. Comme vous pouvez vouloir habiter un petit peu plus loin, prendre votre voiture, aller à la gare, la garer, ensuite prendre le train pour vous rendre ailleurs, etc. Et donc l'idée, nous, c'est d'accompagner en fait au mieux nos clients dans la multiplicité de leurs besoins et en complémentarité, en essayant de tuer en fait les points de friction.
Parfait, merci beaucoup. Alors, je viens vers vous, Stéphane. Alors, Ouigo, on est aussi sur de la mobilité, mais d'un autre genre. Donc, Ouigo s'appuie sur un modèle de distribution 100% online, comme beaucoup d'acteurs low cost dans le voyage, qui eux aussi cherchent à séduire ces jeunes générations. Quelles sont aussi les stratégies que vous mettez en place pour recruter, animer cette population et créer le fameux réflexe Ouigo? Déjà, Ouigo, on peut se redire, c'est un transport de masse. Oui. C'est un transport d'un train qui fait de la longue distance et avec des forts volumes. Dans un train, il y a 1200 personnes. Et aujourd'hui, déjà, les jeunes, c'est plus de 30% en fait, de nos voyageurs tous les jours. Si on prend les 12-25 ans, et si on va jusqu'à 34 ans, c'est même 40%. Et ces jeunes, c'est difficile de les recruter et d'aller les chercher par des médias traditionnels. Donc évidemment, la stratégie, être 100% digital, c'est poser une stratégie d'acquisition full digital. Et c'est là qu'on se dit qu'on tire en fait les fils sur plusieurs leviers. Le premier, vous l'avez dit, c'est la simplicité. Simplicité de l'offre. On sait que ces jeunes générations, elles cherchent à être dans la simplicité, dans les prix les plus bas parce qu'ils cherchent tous les bons plans, etc. Et donc on tire ce sujet-là dans l'offre, comme d'ailleurs d'autres low coasters le font, vraiment avec un prix qui est le plus bas possible et puis avec une particularité de pouvoir agrémenter, prendre des options si on le veut. Et puis évidemment, on a une stratégie d'acquisition digitale très forte qui cible chirurgicalement, en géolocalisant, en traitant par les comportements sociaux des mots, en fait, pour aller chercher tous ces gens, ces jeunes qui ne penseraient pas au train pour voyager. Et puis, vous parliez de nouveautés ou de façon de susciter l'engagement. On essaie aussi de traiter ça par des sujets plus différents, de créer des activations. Ça fait la troisième qu'on fait avec des petites vidéos qui relate en fait l'insight client, le quotidien de nos clients, en travaillant sur la viralité en fait sur les réseaux sociaux et faire que finalement on installe plus fortement en fait ce réflexe Ouigo dont on parlait, qui est de dire prends Ouigo c'est pas cher ou voyage avec Ouigo c'est pas cher. Il y a un sujet de data. Est-ce que quand on veut effectivement avoir une approche ciblée, puisque vous en parliez, et chirurgicale, est-ce que ce sont des data partagées avec la SNCF? Quelle est votre stratégie autour des données clients? Sur quoi vous appuyez-vous? En fait, on a réellement une première phase qui est vraiment la stratégie de travailler sur les clients de Ouigo, mais on sait aussi que ces clients-là, c'est des clients qui prennent aussi le train, le TGV Inouï. Et donc, on a une base globale en fait, de l'ensemble des voyageurs qui voyagent sur les trains de la SNCF. Et ça nous permet de travailler justement tous les comportements de gens qui voyagent plus en TGV Inouï et donc plus régulièrement et auxquels on peut leur pousser plus de voyages ou au contraire faire du recrutement. C'est-à-dire que Ouigo, ce sont des clients qui viennent 1 à 2 fois par an, mais au fur et à mesure, on peut leur proposer aussi du TGV Inouï si on voit que finalement, ils consomment plus de trains qu'au tout début, quoi. Donc en fait, oui, on a une stratégie globale dans l'entreprise et évidemment avec un vecteur fort qui est Ouigo, qui est le vecteur du recrutement et de la conquête dans cette mobilité qui augmente. Et vous activez aussi, là, par rapport à cette population de jeunes, encore une fois, des leviers assez fun de gamification. On a en effet tout un pan parce qu'on l'a dit, la marque Ouigo, elle est feel good, elle est jeune, elle est colorée et on a travaillé depuis presque le début de la marque sur le flipper Ouigo, qui est devenu un jeu, mais qui est aussi dans l'ensemble de nos campagnes de communication, ce flipper qui vient faire voyager en fait les gens dans les différentes destinations. On en a 50 autour de la France et oui, on tire ce sujet de gamification qui est aussi un des leviers vis-à-vis de nos jeunes générations. Et dernière question, on est quand même sur des profils qui achètent par impulsion à la dernière minute. Dans une stratégie relationnelle, quand on est Ouigo, est-ce que justement, finalement, on les laisse générer eux-mêmes leurs besoins ou est-ce que vous mettez en place une stratégie relationnelle pour augmenter leur fréquence de voyage? C'est l'autre angle, quand on a déjà 30 à 40% de clients dans le train qui sont des jeunes générations, il faut réactiver l'achat, il faut susciter plus de fréquences et ça on le prend principalement par l'upsell, c'est-à-dire pouvoir recontacter le client, lui proposer peut-être des services nouveaux dans toute notre gamme d'options et de pouvoir finalement relancer le voyage là où le principal sujet est vraiment de susciter de nouveaux voyages, et on sait qu'ils sont nombreux, mais le vrai vecteur, c'est le vecteur prix. Et donc, pousser des prix,
pousser de la simplicité, ça permet de réacheter et d'augmenter notre fréquence. Aujourd'hui, on est passé depuis 3 ans d'une fréquence de 1,7 voyages par an à plus de 2,3. Donc en fait, on a une vraie stratégie de conquête et de réachat. Le CRM derrière. Exactement. Ok, merci. Alexis, pour Farfetch. Oui, bah, écoutez, pour Farfetch, on est encore sur un consommateur assez spécifique. On est sur un consommateur qui achète de la mode, qui achète des bijoux. On va lancer la catégorie beauté l'année prochaine. Et c'est vrai qu'on a un panier moyen qui est élevé. Donc, comment vous faites pour engager ce type de consommateur et comment vous faites pour faire en sorte qu'il reste avec vous? On a développé toute une série de techniques, de stratégies au niveau mondial, mais aussi au niveau asiatique et au niveau chinois. Je peux vous donner quelques exemples concrets. Déjà, on est arrivé sur le continent asiatique et en Chine en 2015. Et donc, en 2015, on a monté l'équipe sur place avec quelques dizaines de personnes. Aujourd'hui, on va être à peu près 650-700 personnes sur place. Derrière moi à Shanghai, également dans des bureaux à Pékin, Hong Kong ou Tokyo. Sur l'équipe dirigeante, ce qu'on a essayé de faire, c'est de trouver des gens qui ont certes une expertise marketing, une expertise technologique, mais qui sont aussi entrepreneurs, qui ont cet état d'esprit, cette rapidité d'exécution et qui, quand ils peuvent changer leur casquette, sont soit un dirigeant de Farfetch, soit un consommateur. Et donc, on peut jouer un peu sur les deux tableaux, si j'ose dire. D'un point de vue contenu et d'un point de vue technologique, je peux passer une minute sur ces deux angles parce que c'est ce sur quoi notre croissance et notre développement se base aujourd'hui. Je crois que c'est Marie qui mentionnait juste avant que la relation client ne peut pas être uniquement en ligne et que même si on est sur une évolution sociétale et une évolution des consommations qui est très online, on doit quand même garder un pied sur le monde physique. Je suis parfaitement d'accord avec cette observation, notamment dans notre écosystème luxe, quand vous devez communiquer, engager avec un consommateur, le fait de le voir, de lui parler, d'échanger, ça permet de convertir, ça permet justement d'avoir un peu plus d'émotion dans la relation client. Et vous imaginez bien quand vous voulez acheter un sac en cuir ou un habit de mode qui est assez coûteux, le fait de toucher les matériaux, le fait de sentir un petit peu le produit, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, en tant que compagnie, notre contenu est basé essentiellement sur de la performance marketing. Et donc, on va adapter un format vidéo courte sur TikTok, un format un peu plus long sur une plateforme qui s'appelle WeChat, qui est un peu l'équivalent de Facebook en Chine. Chaque plateforme chinoise aura un contenu dédié. La chose qui est nouvelle, c'est qu'on a commencé à être beaucoup plus créatif, beaucoup plus producteur en termes de contenu au niveau local. Et c'est quelque chose que vous voyez chez nous, chez Farfetch, mais aussi dans d'autres maisons de luxe, où les headquarters ont accepté de lâcher un peu du lest sur la partie créa. Ils donnent certes des guidelines, mais les bureaux locaux, que ce soit au Japon, en Corée, en Chine, sur des marchés très insulaires, vont avoir une liberté de création. Et c'est ce qui s'est passé ici. On va avoir une 50aine de personnes sur la production de vidéos, sur la photographie, sur l'éditorial, qui permettent de donner un contenu qui matche absolument avec le consommateur local. Et donc, quand vous avez le Nouvel An chinois, vous allez avoir une campagne dédiée au Nouvel An chinois, créée directement en Chine par nos équipes locales, et vous allez avoir justement des effets en termes de transactions, en termes de rétention des clients qui vont être bien meilleurs qu'à l'époque où le contenu venait exclusivement du global. Donc, contenu très important en ligne et hors ligne pour l'expérience client. Et enfin, technologique, ce qui est très difficile pour une société quand vous arrivez sur des marchés très, encore une fois, je vais appeler ça insulaires, qui ont leur propre écosystème, c'est de pouvoir vous adapter d'un point de vue technologique. Est-ce que l'app de Farfetch au global marche en Chine? Oui, absolument, l'app de Farfetch au global marche en Chine. Mais on a décidé il y a quelques années, il y a maintenant 3 à 4 ans, de créer un écosystème dédié avec une app locale. Donc, quand vous voulez acheter sur Farfetch, vous allez sur l'app de Farfetch que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store. Je vous encourage d'ailleurs à le faire après cette session. Et vous pouvez directement acheter, pas seulement en langage, en mandarin, en japonais ou en coréen, mais vous allez avoir une app locale avec des fonctions précises qui répondent à votre consommation. Je vais prendre un exemple très concret.
En France, quand on achète sur le e-commerce, souvent, on va faire notre recherche sur plusieurs sites, on va demander conseil autour de nous et on va acheter le produit sur Amazon, sur la Fnac. S'il y a un problème, je vais contacter le customer service. Mais si je n'ai pas de problème, je ne vais pas le faire. En Asie, et notamment en Chine, on a un comportement qui est différent. Le consommateur chinois va engager votre customer service pour poser toutes les questions possibles. Quelle est la taille du produit? Quel est le prix? Est-ce que le sizing va m'aller ou pas? En combien de temps je vais être livré? Et après seulement, il convertit. Donc, ce qui fait de votre équipe de customer service, ce n'est pas seulement des gens qui vont dire votre paquet n'a pas été livré, laissez-moi regarder ce que je peux faire. C'est quasiment une équipe de sales associates, on va appeler ça en anglais, de vendeurs, mais qui doit avoir une connaissance très précise du milieu dans lequel ils évoluent. La mode, les dernières tendances, la taille d'une montre, si c'est pour homme ou si c'est pour femme. Puisque, eu égard à la qualité du customer que vous allez avoir beaucoup plus de conversion. Donc ça, c'est un exemple concret qu'on a adapté sur notre app locale. Vous pouvez discuter avec nous, vous pouvez chatter avec nous directement sur l'app chinoise de Farfetch. Ce n'est par contre pas une fonction qui est possible, qui existe sur l'app globale de Farfetch. Donc, en résumé, l'équipe, le contenu et la technologie, c'est vraiment les trois piliers sur lesquels nous avons basé notre développement. Et aujourd'hui, je pense que Farfetch, notamment sur le marché asiatique et chinois, c'est probablement la société étrangère la plus localisée et une des rares sociétés étrangères, en tout cas dans notre domaine, le online et le luxe, une des très très rares sociétés étrangères qui avons réussi en Chine. Et on a des exemples nombreux de sociétés qui n'ont pas réussi et des sociétés comme Amazon ou eBay qui ne sont pas les plus petites sociétés au monde, qui sont arrivées en Chine et qui sont reparties. Donc c'est ce que je peux vous raconter aujourd'hui sur notre stratégie et notre vie de tous les jours pour engager le consommateur asiatique et chinois. C'est gentil, merci beaucoup Alexis. Alors on a une dernière question que je vais poser à chacun d'entre vous autour des autres pistes à investiguer pour continuer de surprendre ces jeunes générations dans vos secteurs respectifs. Alors Stéphane, dans le voyage, est-ce qu'il y a qu'est-ce qui va encore permettre de surprendre, je vais y arriver, qu'est-ce qui va permettre de surprendre encore le consommateur, le jeune consommateur? Eh bien, sur le jeune consommateur, il y a plusieurs choses pour nous. On a déjà, depuis quelques mois, on a annoncé le lancement de Wigo sur les lignes classiques. Donc, c'est un nouveau Wigo qui va aller chercher dans la banlieue parisienne plus de clients, enfin, par des prix plus petits en dernière minute. Et donc, ça, je pense que ça correspond en fait à une offre pour les jeunes. Deuxièmement, dès cet hiver, on relance Wigo vers les stations de ski. Donc vers Bourg-Saint-Maurice à partir de 10 €. Et ça correspond vraiment à ouvrir le ski à tous ceux qui, finalement, n'ont pas forcément les moyens à la fois de pouvoir partir. Et on sait que le ski est quand même un loisir onéreux. Et puis, on travaille aussi d'autres sujets autour plutôt de pratiques d'achat et par exemple du back market ou des sujets comme ça. Sur le coup, on commence à le travailler, mais qui pourront correspondre aussi à ce qu'attendent les nouvelles générations. Et puis, il y a tirer, ce que je vous disais, le fil de la simplicité jusqu'au bout quand on a 80% de nos ventes qui se font par une app. Et donc, tirer le fil jusqu'au bout d'une application one-click, d'une facilité à pouvoir à la fois acheter son billet, mais aussi se faire rembourser, échanger, gérer sa situation perturbée quand il y a une perturbation, etc. Et tout ça, c'est tirer le fil de la simplicité qui, à mon avis, répondra à un recrutement encore plus fort. D'accord. Marie, pour Nickel, dans le secteur bancaire, sur quoi comptez-vous accélérer? On accélère un peu sur tout chez Nickel. On a 2,2 millions de clients en 7 ans et donc on en veut 4 millions d'ici 2024. Donc globalement, on accélère en France, je parle uniquement, parce qu'on a aussi des sujets de devenir un leader européen. Donc on appuie un petit peu sur tous les accélérateurs en ce moment. Concernant les jeunes, on va vraiment poursuivre la stratégie que je vous présentais tout à l'heure pour aller les toucher, être plus près d'eux et nouer cette relation de confiance. Et on a aussi une logique d'un produit qui est dédié aux 12-17 ans, qui part d'un concept simple, que le compte courant d'un jeune, tout jeune, un jeune adolescent, en fait, dans les fonctionnalités devrait être quasiment identique à celui de l'adulte, ce qui n'est pas forcément l'offre standard en fait. Et donc on a lancé un produit il y a quelques années maintenant qu'on a envie autour duquel on a envie de réinnover. Donc ce sera un sujet de travail pour l'année prochaine afin que les plus jeunes d'entre nous puissent dépenser leur argent de poche
comme ils le souhaitent et surtout d'apprendre à gérer leur argent de manière intelligente avec des fonctionnalités adaptées pour être de plus en plus autonomes sur ces outils-là du quotidien. Parfait. Myriam, pour Stellantis. Je vais paraphraser Marie, on accélère à peu près sur tous les leviers en même temps, parce qu'on a donc depuis quelques mois avec la fusion entre les deux groupes qui a donné naissance à Stellantis, on a un portefeuille absolument incroyable, parce qu'avec 14 marques, on a une offre produits et services où on en a vraiment pour tout le monde. Donc l'idée, c'est de continuer à non seulement fournir des solutions de mobilité diverses et variées qui correspondent à chacun des moments, à chacun des membres de la famille et à chacun des moments de sa vie, mais aussi avec cette dimension de plaisir, parce qu'on a des choses incroyables qui vont arriver, notamment sur la partie produit, parce qu'on est en innovation perpétuelle et que l'industrie est vraiment complètement en train de se transformer. Donc il y a plein de choses qui vont arriver. Il y a effectivement tous les modèles de distribution qui sont en train de se réinventer complètement, et on travaille activement avec tous les réseaux de concessionnaires pour arriver au nouveau contrat de distribution d'ici 2023. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont en train de se mettre en place, qui font que si je vous dis tout, on ne vous surprendra plus. Mais non, mais il y a vraiment à la fois en fait une énorme remise en question de se dire en fait comment on peut continuer en fait à être adapté en fait aux besoins de nos clients tous les jours, et en même temps tabler sur toute l'expertise acquise au cours de toutes ces années, et arriver à valoriser tout le travail incroyable de nos ingénieurs. À suivre alors. Faire à suivre. Et le mot de la fin pour Alexis, dans le luxe justement, quelles sont les évolutions ou les nouvelles fonctionnalités ou les nouvelles façons d'acheter que vous allez proposer aux Chinois, par exemple? Oui, alors le luxe et l'achat en ligne, ça a évidemment le vent en poupe. Et quand on rationalise aux consommateurs chinois, encore plus. En 2025, 2030, 50% des consommateurs de luxe au monde seront chinois. Donc c'est déjà un chiffre qui est acté par tous les rapports que vous pouvez lire. À notre niveau, chez Farfetch, on continue à mettre le consommateur au centre de notre stratégie et à construire autour de lui ou autour d'elle des services en termes d'expérience client, quant à l'achat, quant au suivi de ses produits, en termes d'éditorial, en termes de contenu. Donc, on a vraiment une approche très consumer-centric, comme on dit. Et pour ce qui est de la partie stratégique, on a évidemment une très, très forte appétence pour la mode, qui est notre catégorie première, mais on se développe très rapidement sur la bijouterie et l'horlogerie. Et on lance, comme je l'ai mentionné précédemment, la division beauté l'année prochaine. Donc ça va être quelque chose de nouveau et qui fait complètement du sens par rapport au type de consommateurs que nous avons. Pour conclure, les marchés asiatiques, notamment le marché chinois, est un marché extrêmement compétitif où l'innovation est critique. Et je pense un des points intéressants pour nous qui sommes basés en France, en Europe ou même aux États-Unis, comment peut-on s'inspirer de ce qui existe en Chine, de ce qui marche en Chine, pour augmenter l'expérience client, pour augmenter nos performances sur nos marchés locaux. Pendant des années, ça a été l'inverse. Les Chinois se sont inspirés de ce qui se faisait à l'Ouest pour le reproduire sur leur marché local. Et peut-être que dans les années qui viennent, on va voir un effet de balancier un peu plus équilibré. Donc ça, c'est des choses à garder en tête et qui peuvent être vues dans les années qui viennent. Eh bien, merci à vous quatre pour cet échange très instructif. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci Marie. Merci Majda, merci à tous.